Juge Aaron Miles s'assit confortablement derrière le volant de sa voiture, le ronronnement du moteur formant un rythme bas et constant. La soirée était paisible, ce genre de silence qui s'installe sur les petites villes tard dans la nuit, lorsque la plupart des gens se sont déjà réfugiés chez eux. L'événement qu'il venait de quitter, une collecte de fonds communautaires pour la jeunesse défavorisée, s'était mieux déroulé que prévu. Il avait prononcé un discours sur l'espoir, la persévérance et la justice, des sujets qui lui tenaient à cœur, tant en tant que personne qu'en tant que juge. Il était resté un peu après la fin pour discuter avec quelques participants, profitant de ces instants pour s'imprégner du sentiment d'unité que la soirée avait inspiré. Les rues étaient presque désertes à présent, la lueur chaude des lampadaires projetant de longues ombres sur la route. Il desserra sa cravate en conduisant, s'accordant un bref moment de détente. Ses pensées dérivèrent vers sa famille, sa femme et ses enfants qui devaient déjà être endormis chez eux. Il sourit, envahi par un profond sentiment de contentement. Des moments comme celui-ci étaient rares dans sa vie, une occasion de souffler, de réfléchir et d'apprécier le chemin parcouru, depuis ses humbles débuts jusqu'à devenir l'un des plus jeunes juges nommés dans l'État. Juste au moment où il tendit la main pour allumer la radio et mettre un peu de musique, une lueur rouge et bleue clignota dans son rétroviseur. Le sourire serein qui illuminait son visage s'effaça instantanément, remplacé par un nœud familier d'anxiété dans sa poitrine. Il jeta un coup d'œil au compteur de vitesse. Il respectait largement la limite, et sa voiture était en parfait état. Il n'y avait aucune raison pour qu'on l'arrête. Pourtant, les gyrophares continuaient de scintiller, exigeant son attention. Le juge Miles soupira doucement et mit son clignotant avant de garer son véhicule sur le bas-côté. Ses pensées s'emballèrent un instant, mais il se calma rapidement. Il n'avait rien fait de mal. Ce n'était sans doute qu'un simple contrôle de routine. Pourtant, l'expérience lui avait appris que ce genre de situation pouvait être imprévisible surtout pour quelqu'un comme lui, un homme noir conduisant seul, la nuit. Alors que la voiture de patrouille s'immobilisait derrière lui, il attrapa son portefeuille et en sortit son permis de conduire ainsi que sa carte d'identification judiciaire. Il avait entendu trop d'histoires pour ne pas savoir qu'il valait mieux avoir ses papiers prêts afin de minimiser tout risque de malentendu. Gardant ses mains bien visibles sur le volant, il attendit. Dans le rétroviseur, il vit l'agent sortir du véhicule et marcher d'un pas rapide vers lui. Il était grand, large d'épaules, blanc, vêtu d'un uniforme sombre qui semblait se fondre dans la nuit. Son visage était fermé, ses yeux plissés, comme déjà méfiant envers l'homme assis dans la voiture. Le juge Miles s'expira lentement, se préparant à ce qui allait suivre. L'agent frappa à la vitre, et Miles l'abaissa en douceur. L'air frais de la nuit s'infiltra dans l'habitacle, transportant avec lui une tension soudaine. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» demanda l'agent d'un ton sec et tranchant. Miles secoua calmement la tête. « Non, agent. Y a-t-il un problème ?» Sa voix était posée, poli, ce ton qu'il avait perfectionné au tribunal lorsqu'il traitait des affaires sensibles. L'agent ne répondit pas immédiatement. Ses yeux scrutèrent l'intérieur de la voiture, jetant des regards rapides et habitués à détecter le moindre détail suspect. Puis il reporta son attention sur le juge Miles, le front plissé, comme s'il tentait d'assembler un puzzle. « Permis et carte grise » exigea-t-il, sans détour, sans la moindre courtoisie. Le juge Miles tendit immédiatement ses documents, sans hésitation, y incluant sa carte d'identification judiciaire. « Voici mon permis, ma carte grise et mon identification. Je suis le juge Aaron Miles. » L'agent ne regarda pas immédiatement les papiers. Son regard s'attarda un instant sur le juge, l'évaluant silencieusement. Finalement, il prit les documents et les feuilleta rapidement. Son expression resta impassible, mais un léger temps d'arrêt se fit sentir lorsqu'il tomba sur la carte judiciaire. Il la fixa une seconde de plus que nécessaire avant de la rendre, avec le reste des papiers. « Vous êtes juge, hein ?» dit-il, son ton chargé d'incrédulité. « Oui, je le suis », répondit calmement Miles, bien qu'il sente déjà où cette conversation allait mener. Il avait déjà été confronté à ce genre de scepticisme auparavant, courtois en apparence, mais teinté d'un doute sous-jacent. « Où allez-vous ce soir, juge ?» demanda l'agent, insistant légèrement sur le titre, mais d'une manière qui ressemblait plus à une moquerie qu'à une marque de respect. « Je rentre chez moi. Je viens de quitter un événement communautaire en centre-ville, » répondit Miles, tentant de garder l'échange aussi simple que possible. L'agent se pencha légèrement vers lui, comme si la proximité pouvait lui révéler la vérité cachée derrière ses mots. « Un événement communautaire, hein ?» répéta-t-il, ses yeux se plissant encore plus. « Vous pouvez sortir de la voiture un instant ?» Le juge Miles cligna des yeux, surpris par cette escalade soudaine. Il ne s'attendait pas à cela. Un contrôle de routine se terminait généralement par une explication ou une simple contravention, pas par une demande de descendre du véhicule.
Mais il avait appris depuis longtemps qu'obéir aux ordres de la police, aussi inutile soit-il, était souvent la meilleure façon d'éviter que la situation ne dégénère. Il ne pouvait pas se permettre que cela prenne une tournure plus grave. Bien sûr, dit-il finalement. Bien qu'une légère inquiétude lui serre l'estomac, il ouvrit la portière et sortit lentement, gardant ses mains bien visibles, veillant à ne faire aucun mouvement brusque. L'agent recula d'un pas, sa main posée sur l'étui de son arme, un geste qui n'échappa pas à Miles. Il l'avait déjà vu. Il l'avait vu au tribunal, entendu dans témoignage après témoignage de prévenus ayant vécu des situations similaires, un simple contrôle routier qui, soudainement, se transformait en quelque chose de bien plus dangereux. Alors qu'il se tenait à côté de sa voiture, l'agent lui fit signe d'avancer vers l'avant du véhicule. « Tenez-vous ici » ordonna-t-il. Miles obéit, se plaçant devant la voiture, ses phares illuminant sa silhouette. Il se sentit soudainement exposé sous cette lumière crue. Il pouvait sentir le regard de l'agent sur lui, l'examinant comme s'il était un suspect dans un crime qui n'avait même pas été commis. « De quoi s'agit-il » demanda Miles, gardant sa voix posée, bien que la tension commence à s'insinuer dans ses muscles. Il savait que cela n'avait plus rien à voir avec une simple infraction au code de la route. C'était autre chose, quelque chose de plus insidieux. L'agent ne répondit pas immédiatement. Il recula d'un pas, observant toujours Miles avec le même scepticisme qu'au début. « Vous êtes sûr que cette carte d'identité est vraie » demanda-t-il, levant la carte d'identification judiciaire comme s'il s'agissait d'un vulgaire faux. Le juge Miles sentit un éclair de frustration monter en lui, mais il le réprima immédiatement. « Elle est authentique ? Je suis juge dans ce comté depuis près de 10 ans. » Le visage de l'agent resta impassible, toujours aussi incrédule. « Vous ne ressemblez pas vraiment à un juge » lâcha-t-il, ces mots lourds d'une signification sous-entendue. Miles ne bougea pas, soutenant le regard de l'agent. Il sentait le poids familier du préjugé s'installer dans l'échange, transformant ce qui aurait dû être un simple contrôle en toute autre chose. La suspicion de l'agent ne portait plus sur la légalité des faits, mais sur sa propre perception de qui pouvait ou non y occuper une position de pouvoir. Miles savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour gagner cette bataille. Alors, il se tut, attendant de voir jusqu'où l'agent pousserait les choses. L'air nocturne semblait plus lourd alors qu'il se tenait là, baigné dans la lumière crue des phares de sa propre voiture. Son cœur, bien que régulier, avait accéléré. Le regard scrutateur de l'agent, combiné au silence pesant entre eux, avait transformé cette interaction en quelque chose de bien plus inquiétant. « D'où venez-vous » demanda de nouveau l'agent Mike Reynolds, son ton encore plus dur, comme si le titre de « juge » n'avait aucune valeur à ses yeux. Il se pencha légèrement en avant, sa main posée sur sa ceinture d'un geste apparemment anodin, mais qui, pour le juge Miles, portait un message clair. Une menace silencieuse. Un rappel de qui était réellement en position de contrôle. « Je vous l'ai dit, agent. Je reviens d'un événement communautaire. C'était une collecte de fonds pour la jeunesse locale, » répondit le juge Miles, gardant sa voix calme bien que chaque mot lui semble plus pesant. Il savait que tout ce qu'il dirait pourrait soit apaiser la situation, soit l'aggraver. Des années d'expérience au tribunal lui avaient appris comment gérer des situations tendues, mais ici, ce n'était pas pareil. Au tribunal, il avait l'autorité et le respect de la loi derrière lui. Ici, sur le bas-côté d'une route sombre, il n'était qu'un homme noir face à un agent blanc sceptique. Reynolds plissa les yeux, comme s'il pesait le pour et le contre dans son esprit, cherchant à décider si Miles disait la vérité ou simplement une version arrangée de l'histoire. Son visage était un masque de suspicion à peine dissimulé. Et bien qu'il ne l'ait pas dit ouvertement, son langage corporel en disait long, il ne le croyait pas. Une collecte de fonds, hein ? Lança l'agent, un sourire sarcastique aux lèvres, comme si l'idée même que Miles puisse être impliqué dans quelque chose de positif était tout bonnement absurde. Le juge Miles bougea légèrement, mais garda ses mains bien visibles. « Oui, une collecte de fonds » répéta-t-il, sa patience commençant à s'effriter. Mais il ne pouvait pas se permettre de laisser ses émotions prendre le dessus. Il savait trop bien comment ces situations pouvaient dégénérer en un instant. Il en avait lu des récits, vu des vidéos, entendu les témoignages de tant de personnes dans sa communauté qui avaient vécu la même chose. Sauf que, contrairement à lui, elle n'était pas juge. Elle n'avait pas le privilège d'un titre qui, en temps normal, aurait dû les protéger. L'agent Reynolds se redressa enfin, sa main quittant sa ceinture, mais l'expression sur son visage disait à Miles que ce n'était pas terminé. « Je peux jeter un œil à votre véhicule, juge ?» Le mot « te juge » était prononcé avec une pointe de moquerie, comme si Reynolds trouvait ridicule l'idée que l'homme en face de lui puisse être une figure d'autorité. Miles sentit une nouvelle vague de frustration monter en lui. « Est-ce vraiment nécessaire, agent ?
Je vous ai déjà donné mon permis et mon identification. Je vous ai dit d'où je viens et où je vais. Que vous faut-il de plus? Reynolds le fixa un instant, son expression illisible, avant de répondre. J'ai besoin d'être sûr, juge. Les gens disent beaucoup de choses, mais cela ne veut pas toujours dire qu'ils disent la vérité. Le juge Miles serra discrètement la mâchoire. Il savait où tout cela menait. Et il savait aussi que refuser la requête de l'agent, préserver sa dignité et son humanité face à une situation profondément injuste. Il savait que refuser la requête de l'agent pourrait mener à une situation encore plus dangereuse. Il avait vu à quel point la suspicion pouvait rapidement se transformer en accusation. Cet agent ne posait pas une question, il le testait, le poussait, attendant qu'il fasse un faux pas. « Allez-y », dit finalement Miles, sa voix tendue. Il détestait ces mots à l'instant même où il quittait sa bouche. Mais quel choix avait-il? L'agent fouillerait sa voiture, qu'il le veuille ou non, et s'il résistait, la situation pourrait dégénérer en quelque chose dont il ne sortirait peut-être pas indemne. L'agent Reynolds hocha brièvement la tête et s'avança vers la voiture. Le juge Miles l'observa méthodiquement ouvrir la portière et commencer à fouiller l'intérieur du véhicule. La fouille fut rapide et inutile. Miles savait qu'il n'y avait rien à trouver, juste sa mallette, quelques papiers et un manteau posé sur la banquette arrière. Pourtant, Reynolds prit son temps, inspectant la boîte à gants, regardant sous les sièges, et allant même jusqu'à fouiller dans sa mallette, bien qu'aucun de ces objets n'ait la moindre signification. Après plusieurs longues minutes, Reynolds referma finalement la portière, visiblement insatisfait. Il se tourna vers Miles avec une moue contrariée, comme agacé de ne rien avoir trouvé pour justifier sa méfiance grandissante. « Tout semble en ordre ?» marmonna-t-il, bien que son ton ne s'adoucisse pas. Il était évident qu'il luttait encore contre l'idée que l'homme qu'il avait arrêté n'était pas celui qu'il avait supposé être. Miles ne répondit pas. Il choisit de rester silencieux. Tenter d'engager une conversation à ce stade ne ferait qu'alimenter la méfiance de l'agent. Mais Reynolds n'en avait pas fini. Il fit un pas de plus vers le juge, plissant les yeux. « Vous dites être juge? J'ai du mal à le croire. Les juges ne roulent pas comme ça. Surtout pas à une heure aussi tardive. » C'était le genre de commentaire que Miles avait entendu tant de fois auparavant, bien que rarement de manière aussi directe. Il y avait toujours ce sous-entendu, cette incrédulité à peine voilée, cette implication subtile qu'un homme noir ne pouvait tout simplement pas occuper une telle fonction. C'était le même doute qu'il avait rencontré lorsqu'il était entré en faculté de droit, quand il avait réussi son examen du barreau, quand il avait prêté serment en tant que juge. Peu importe combien d'années il avait passé à travailler pour en arriver là, combien d'affaires il avait jugées. Aux yeux de cet agent, il ne ressemblait pas à un juge. Et cela suffisait à remettre tout son parcours en question. Le juge Miles redressa les épaules, refusant de laisser ce commentaire briser son calme. « Je suis juge dans ce comté depuis près de 10 ans, agent, déclara-t-il d'une voix ferme, quoique marquée par une pointe d'exaspération. J'ai eu à traiter des affaires bien plus complexes que cette interaction. Je tente simplement de rentrer chez moi, et je ne comprends pas pourquoi cette conversation continue. » Reynolds eut un rictus. Un sourire glacial, empreint d'un mépris à peine déguisé. Un juge? Hein? Ça ne se voit pas vraiment. Sa voix était basse, presque un murmure, mais le poids de l'accusation flottait entre eux, suspendu dans l'air froid de la nuit. Pour la première fois depuis le début de cette rencontre, le juge Miles sentit une colère vive monter en lui. Qu'un agent suive les procédures par précaution était une chose. Mais cet homme ne cherchait pas la vérité. Il avait déjà pris sa décision sur qui était Miles. Et aucune explication, aucune preuve ne viendrait changer cela. Reynolds baissa les yeux sur les documents qu'il tenait en main, les feuilleta une dernière fois avant de relever la tête. « Je vais vérifier tout ça dans le système. Restez ici. » Puis, sans attendre de réponse, il se dirigea vers sa voiture de patrouille. Le juge Miles s'inspira profondément, tentant de calmer les battements de son cœur. Il savait que cela dépassait de loin un simple contrôle routier. C'était un test, un moyen pour Reynolds de prouver un point, de confirmer son idée préconçue. Les minutes s'étirèrent alors qu'il restait debout à côté de sa voiture, son corps crispé par la frustration. À travers le pare-brise de la voiture de police, il pouvait voir l'agent taper sur l'ordinateur de bord, probablement en train de vérifier son identité. Le silence de la nuit s'était alourdi, rompu seulement par le bruissement des arbres et le lointain bourdonnement du trafic. Une voiture passa lentement sur la route, ses occupants tournant la tête pour observer la scène. Dans une petite ville, une interaction avec la police attirait toujours l'attention. Miles aperçut un des passagers sortir son téléphone, probablement pour prendre une photo ou une vidéo. C'était un rappel brutal que cette situation pouvait facilement devenir publique. Encore une histoire de plus dans la longue liste des hommes noirs arrêtés sans raison apparente.
Le juge Miles avait consacré toute sa carrière à lutter contre les injustices systémiques qui frappaient les personnes de couleur dans ce pays. Et pourtant, le voilà. Un autre chiffre, une autre preuve du profilage racial dans sa forme la plus flagrante. Il avait vu trop de dossiers où de jeunes hommes n'avaient pas eu sa chance. Des jeunes pris dans un système impitoyable simplement parce que quelqu'un avait décidé qu'ils n'étaient pas à leur place. Et alors que les minutes s'égrenaient, il comprit que rentrer chez lui n'était plus la question. Il s'agissait du poids de l'injustice. Il ne pouvait pas laisser ce moment le définir. Il ne pouvait pas permettre à cet agent de partir en pensant que ses actions étaient justifiées. Le juge Aaron Miles se tenait à côté de sa voiture, les mains posées calmement le long de son corps, mais chaque muscle tendu. La nuit lui semblait plus froide à présent, le frisson s'infiltrant à travers le tissu de son costume tandis qu'il attendait que l'agent Reynolds termine la prétendue vérification qu'il effectuait. Au fond de lui, Miles savait que l'agent gagnait du temps, cherchant un prétexte pour prolonger cette mascarade. Il ne s'agissait plus de la loi, si tant est que cela l'ait été un jour. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle, et des suppositions que l'agent avait faites dès l'instant où il avait vu un homme noir au volant d'une voiture luxueuse, tard dans la nuit. Les gyrophares de la voiture de police clignotaient dans l'obscurité, un symbole d'autorité qui ne faisait qu'alourdir l'attention. Le juge Miles jeta un regard autour de lui et remarqua qu'un petit attroupement s'était formé un peu plus loin. 2 autres personnes avaient sorti leur téléphone et enregistraient la scène à distance. Même sans connaître tous les détails, elles savaient qu'il se passait quelque chose d'injuste. Miles changea légèrement d'appui, essayant d'évacuer la frustration qui bouillonnait en lui. En tant que juge, il avait passé des années à maîtriser ses émotions, à garder une attitude calme et impartiale, même dans les situations les plus tendues. Mais cette fois, c'était différent. Ici, il n'était plus en contrôle. Il n'était pas sur son estrade, dans une salle d'audience où il pouvait imposer le respect et rendre la justice. Ici, sur le bord d'une route mal éclairée, il n'était qu'un homme noir, interrogé sans raison. Tout était allé si vite. L'arrêt, les questions, la suspicion grandissante. Miles avait lu des histoires comme celle-ci. Il avait même présidé des affaires où des situations similaires avaient eu des issues bien plus tragiques. Il pensa à ces jeunes hommes dont la vie avait été irrémédiablement bouleversée par une simple interaction avec la police. Les visages de ceux qu'il avait tenté d'aider défilaient dans son esprit comme des spectres du passé. Il prit une lente inspiration. Il devait rester calme. Perdre son sang-froid ne ferait qu'offrir à l'agent Reynolds une excuse pour aller plus loin. Il ne pouvait pas se le permettre. Pas ce soir. Dans la voiture de patrouille, Reynolds tapait sur son clavier, son expression cachée derrière le pare-brise. Il prenait bien trop de temps pour une simple vérification. L'agent avait déjà toutes les informations nécessaires, le permis, la carte grise, l'identification judiciaire. Tout était en règle, mais c'était un jeu de pouvoir. Un moyen supplémentaire pour Reynolds d'affirmer son contrôle sur la situation. Les minutes s'étiraient en un silence pesant. Enfin, Reynolds sortit du véhicule. Son visage était impassible. Il marcha lentement vers le juge Miles, traînant derrière lui une aura d'autorité oppressante. Dans sa main, il tenait une paire de menottes. Miles se raidit, son cœur manquant un battement. Il s'était préparé à une confrontation frustrante, mais pas à ça. « Tournez-vous et mettez vos mains derrière le dos », ordonna Reynolds, d'une voix calme mais froide. Le juge cligna des yeux, incrédule. Il resta figé une seconde. « Pardon ?» Son ton était mesuré, mais il ne pouvait masquer une pointe d'indignation. « Vous m'avez entendu. Tournez-vous, main derrière le dos. » Reynolds s'approcha, réduisant la distance entre eux. Derrière eux, le petit attroupement s'agita, des murmures de confusion et d'indignation s'élevant parmi les spectateurs. Les téléphones braqués sur la scène capturèrent chaque seconde. « Quel est le motif ?» demanda Miles, sa voix toujours posée, mais empreinte d'une colère qu'il peinait à contenir. Cela avait dépassé le cadre d'un simple contrôle routier. C'était désormais un abus flagrant de pouvoir. Refus d'obtempérer, répondit Reynolds sans ciller. Et présentation de faux papiers. Miles sentit son estomac se nouer. Faux papiers, répéta-t-il, sa voix basse et tranchante. Vous avez vu mon identification. Vous savez qui je suis. Reynolds ne répondit pas. Il attrapa simplement le bras du juge et le tira brutalement en arrière, refermant une menotte autour de son poignet. Le métal froid mordit sa peau. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait des menottes de près. Mais c'était la première fois qu'elles étaient placées sur lui. À cet instant, quelque chose changea en lui. Il avait vu trop d'hommes dans ces mêmes menottes, assis dans sa salle d'audience, expliquant comment leur vie avait basculé en un instant. Il avait toujours essayé de faire preuve d'empathie, de comprendre leur peur et leur frustration. Mais maintenant, il ne se contentait plus de comprendre. Il le vivait.
L'agent lui attrapa l'autre bras et le rabattit sèchement dans son dos, fermant la deuxième menotte. Pour la première fois de sa carrière, le juge Aaron Miles ressentit le véritable poids. Complètement absurde. Le juge Aaron Miles ressentait à présent tout le poids du système dans lequel il avait travaillé pendant tant d'années. C'était étouffant. Un rappel brutal et viscéral de la vitesse à laquelle tout pouvait déraper lorsqu'on était à la merci du jugement de quelqu'un d'autre. De l'autre côté de la rue, la foule éclata en protestation, criant à l'agent Reynolds d'arrêter, de laisser le juge partir. « C'est un juge, pas un criminel », hurla une femme, sa voix perçant la nuit. Mais Reynolds ignora les voix et les caméras qui enregistraient chacun de ses gestes. Son attention restait fixée sur Miles, sa poigne ferme alors qu'il le conduisait vers la voiture de patrouille. Les gyrophares rouges et bleus clignotaient, projetant de longues ombres sur le trottoir alors qu'ils avançaient. « Montez dans la voiture », ordonna Reynolds en ouvrant la portière arrière du véhicule. Le juge Miles hésita un instant, son esprit tournant à toute vitesse. Il sentait les regards braqués sur lui, entendait les murmures de colère grandir dans la foule. Mais que pouvait-il faire? Il n'avait pas le choix. Résister, ne serait-ce qu'un peu, pourrait transformer cette situation en quelque chose de bien pire. Il prit une profonde inspiration, baissa la tête et s'installa à l'arrière de la voiture. La porte claqua derrière lui. L'espace exigu du véhicule de police lui sembla oppressant, les menottes serrant ses poignets, lui rappelant brutalement que l'autorité qu'il exerçait dans sa salle d'audience était maintenant à des années-lumière. Depuis l'arrière du véhicule, il pouvait toujours entendre la foule protester, bien que leur voix s'amenuisait à mesure que Reynolds retournait à sa voiture de patrouille. La scène qui se déroulait à travers la vitre avait quelque chose d'irréel, comme un cauchemar au ralenti. Ça ne devait pas arriver. Pas à lui. Pas après tout ce qu'il avait accompli. Et pourtant, il était là, menotté à l'arrière d'une voiture de police, indistinct des innombrables prévenus qui avaient défilé devant lui au tribunal. Alors qu'il fixait la vitre, un seul visage lui vint à l'esprit, celui de sa femme. Ses enfants. Que penserait-il en apprenant ce qui s'était passé? Verrait-il la vidéo qui circulait sans doute déjà en ligne? Ressentirait-il la même incompréhension et la même impuissance qu'il éprouvait en cet instant? L'idée le rongea, mais il la repoussa. Il devait se concentrer. Ce n'était pas encore terminé. À l'avant, Reynolds démarra le moteur. Le grondement bas de la voiture vibra à travers l'habitacle. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, croisant brièvement le regard du juge Miles. « Vous faites une énorme erreur », dit Miles, sa voix calme mais empreinte d'un avertissement implicite. « Quand tout cela sera terminé, vous comprendrez ce que vous avez fait. » Reynolds ne répondit pas. Il passa la voiture en vitesse et s'éloigna du trottoir, les gyrophares toujours allumés, projetant leur lumière crue dans l'obscurité de la nuit. Le juge Miles regarda la ville défiler à travers la vitre, sentant chaque seconde peser sur lui. Les menottes à ses poignets étaient un rappel constant de la réalité de ce qu'il vivait. Il avait passé sa vie à défendre la justice, à protéger les droits de ceux qui avaient été accusés à tort ou maltraités par le système. Et maintenant, pour la première fois, il était de l'autre côté. L'ironie était insupportable. L'intérieur de la voiture était silencieux, à part le vrombissement du moteur et le craquement lointain de la radio de police. Miles ferma les yeux un instant, essayant de se recentrer, de repousser la colère et la frustration qui menaçaient de l'engloutir. Il devait rester lucide. Il devait réfléchir. Lorsqu'ils arrivèrent au commissariat, la lumière crue des néons jeta une lueur blafarde sur le hall. Reynolds gara la voiture, ouvrit la porte arrière et attrapa le juge Miles par le bras, le tirant hors du véhicule avec une rudesse inutile. Le commissariat était calme à cette heure, quelques agents allant et venant sans prêter attention à ce qui se passait dehors. Mais lorsqu'ils virent qui Reynolds ramenait, un murmure de reconnaissance parcourut la pièce. « C'est le juge Miles ?» chuchota un agent à son collègue, l'incrédulité évidente dans sa voix. Les murmures s'intensifièrent, et bientôt, plusieurs agents se rassemblèrent, observant en silence tandis que Reynolds conduisait le juge vers le bureau d'enregistrement. Leur expression reflétait une confusion profonde, une incrédulité pesante, et une certaine gêne. Ce n'était pas une arrestation ordinaire, et ils le savaient tous. Miles resta calme, son visage impassible, ne laissant rien transparaître du tumulte intérieur qui l'animait. Il savait ce qui allait suivre. L'enregistrement, les photos, la paperasse. Il connaissait la procédure par cœur. Mais être de ce côté du processus, après avoir supervisé tant d'affaires, c'était comme entrer dans un monde parallèle. Un monde où son autorité, son statut, et tout ce qu'il avait accompli ne signifiait plus rien. Alors que Reynolds s'apprêtait à le faire enregistrer, un des officiers supérieurs, le sergent Jenkins, s'avança, le front plissé par la confusion. « Mike, qu'est-ce que tu fous ?»
C'est le juge Miles. Reynolds ne s'y a pas. Il a présenté de faux papiers. Et il refuse de coopérer à l'enquête. Jenkins jeta un regard incrédule à Reynolds, puis à Miles, puis à la foule de policiers qui s'étaient regroupés, tous suspendus à leurs paroles. Faux papiers? Tu es sérieux? Je veux voir ce que ça va aller. Aaron Miles. Cela faisait presque 10 ans qu'il siégeait sur le banc des juges. Reynolds haussa les épaules, son visage impassible. On va éclaircir tout ça, mais pour l'instant, il est en état d'arrestation. Jenkins fixa Reynolds un long moment avant de se tourner vers le juge Miles. Juge, voulez-vous passer un appel? Nous pouvons, j'attendrai, l'interrompit calmement Miles. Sa voix, bien que posée, portait une force tranquille. Il ne voulait pas se précipiter. Pas encore. Jenkins hésita, manifestement incertain de la marche à suivre, mais finit par hocher la tête. Très bien. Mais il faut que ça se règle vite. Pendant qu'il passait par le processus d'enregistrement, l'esprit de Miles était en ébullition. Il savait que cette affaire ne concernait plus seulement son propre sort. Il s'agissait de dénoncer quelque chose de bien plus vaste, qui allait au-delà d'un simple contrôle routier. Le système n'était pas seulement défaillant. Il était truqué. Et ce soir, il en était la preuve vivante. Le juge Aaron Miles s'était assis en silence sur le banc métallique glacé de la cellule de détention, un contraste brutal avec la chaleur de la nuit qu'il avait laissée derrière lui. La lumière blafarde et bourdonnante des néons jetait des ombres longues sur le sol, ajoutant une atmosphère oppressante à l'espace exigu. Les murs de béton gris, froids et sans âme, semblaient absorber tout espoir, comme si l'air lui-même était alourdi par l'indifférence du système. Il avait visité de nombreuses prisons au fil des années. Mais jamais comme ça. Jamais en tant que détenu. Ses mains, désormais libres des menottes, reposaient sur ses genoux. Mais ses poignets lui faisaient encore mal, la peau marquée par le métal qui avait mordu sa chair. Une douleur sourde, un rappel constant de l'humiliation qu'il venait d'endurer. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait le poids du racisme. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était brutal, public, profondément personnel. La réalité de sa situation s'imposait à lui. Et pourtant, malgré l'injustice flagrante de ce qui venait de se produire, une détermination silencieuse montait en lui. Il balaya la cellule du regard, son esprit d'observateur aguerri analysant chaque détail. C'était une cellule standard, impersonnelle, conçue pour effacer toute individualité. Ici, vous n'étiez plus une personne. Vous étiez juste un numéro. Un dossier de plus en attente d'être traité. Et ce soir, ce numéro, c'était lui. Au-delà des barreaux, le commissariat bourdonnait d'activité. Des officiers entraient et sortaient des bureaux, leur voix formant un murmure constant qui s'insinuait jusque dans la cellule. Certains savaient qui se trouvait derrière ces barreaux. Ils chuchotaient entre eux, incertains de la suite à donner à cette situation. D'autres poursuivaient leur travail, sans savoir que l'homme enfermé dans cette cellule avait déjà présidé des affaires exactement comme celle-ci. Des bribes de conversation lui parvenaient. « C'est bien lui, le juge? Qu'est-ce qu'il fait ici? » Reynolds l'a arrêté. « Pourquoi? Ça va nous exploser à la figure. » Il n'avait pas besoin d'entendre toute la conversation pour savoir ce qui se disait. Pendant des années, il avait été une figure respectée du monde judiciaire. Et son arrestation semait déjà le doute et l'inquiétude dans tout le commissariat. Mais il n'avait pas envie de s'expliquer. Pas encore. Il y avait une leçon à tirer de cette situation. Et il comptait bien la faire passer. Il aurait pu appeler son avocat. Il aurait pu exiger de parler au chef de la police. Il aurait pu activer ses contacts pour faire tomber les charges immédiatement. D'ailleurs, plusieurs officiers lui avaient déjà proposé de passer un coup de fil pour arranger les choses. Mais il avait refusé. Il voulait aller jusqu'au bout. Il voulait voir, sentir, comprendre exactement ce que des centaines d'hommes noirs avaient vécu avant lui. Il voulait mesurer jusqu'où s'étendait la pourriture du système. Les minutes s'étiraient, devenant une heure. Le commissariat était étrangement calme pour un samedi soir. Mais il savait que tout pouvait basculer à tout moment. Il n'avait aucune idée de la tournure que cela prendrait. Mais il était prêt à tenir bon. Son esprit vagabonda vers sa salle d'audience, vers les prévenus qu'il avait condamnés. Combien d'entre eux avaient été traités comme lui ce soir? Combien avaient été présumés coupables avant même d'avoir pu prononcer un mot? Des pas résonnèrent dans le couloir, le tirant de ses pensées. Il leva les yeux et vit l'agent Jenkins s'arrêter devant les barreaux. Son visage était un mélange d'excuses et de confusion. « Juge Miles » commença-t-il, sa voix basse et hésitante. « On est en train d'arranger ça. Toute cette histoire, c'est un malentendu, pour le dire gentiment. » Miles le fixa d'un regard mesuré, imperturbable. « Un malentendu, sergent? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ?» Jenkins se tortilla sur place, mal à l'aise. Il se frotta l'arrière du cou avant de répondre. «
Écoutez, je sais que ce n'est pas normal. Reynolds, il a dépassé les bornes. Tout le monde le sait. Mais on doit suivre la procédure. Vous savez comment ça fonctionne. Il marqua une pause, puis ajouta, presque à contre-cœur. Si vous voulez, je peux appeler le chef. Il est déjà en route, mais je peux accélérer les choses. Vous sortir d'ici plus vite. Le juge Miles s'adossa légèrement au mur, son regard planté dans celui de Jenkins. J'apprécie l'offre, sergent. Il laissa un bref silence s'installer, pesant ses mots. Mais je ne suis pas intéressé par les raccourcis. Poids de la responsabilité. Pas ce soir. Jenkins fronça les sourcils. Vous n'avez pas à rester ici, monsieur. On peut vous faire sortir en? J'ai dit que j'attendrai, l'interrompit Miles, sa voix ferme mais dénuée de colère. Il n'était pas en colère contre Jenkins. Ce dernier ne faisait que suivre les ordres, tentant d'arranger une situation qui lui échappait totalement. Mais ce n'était pas ça, le point essentiel. Ce qui comptait, c'était d'exposer la vérité. De laisser le système se révéler pour ce qu'il était. Jenkins hésita encore, incertain de la marche à suivre. Jamais il n'avait vu une chose pareille. Un juge assis dans une cellule de détention, refusant de partir, même lorsque la sortie lui était offerte sur un plateau d'argent. Finalement, après une longue pause, il hocha la tête. « D'accord, juge. Si c'est ce que vous voulez. » Alors qu'il se retournait pour quitter la pièce, Miles l'appela, sa voix légèrement adoucie. Le sergent s'arrêta, jetant un regard en arrière. « Pensez-vous que Reynolds m'aurait traité de la même manière si je n'étais pas noir ?» La question resta suspendue entre eux, lourde et implicite, enfin exprimée à voix haute. Jenkins se crispa, sa mâchoire se serrant imperceptiblement. Il connaissait la réponse. Bien sûr qu'il la connaissait. Mais la dire à voix haute la rendrait réelle. « Je ne sais pas. Monsieur » murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible. « Je ne sais vraiment pas. » Miles hocha lentement la tête, son expression insondable. « C'est bien ce que je pensais. » Sans un mot de plus, Jenkins sortit, la porte lourde se refermant derrière lui dans un claquement métallique qui résonna dans la cellule. Le temps continua de s'étirer, chaque minute semblant durer une éternité. Le poste de police s'était à nouveau apaisé, bien que, de temps à autre, un agent jette un coup d'œil en direction de la cellule, incertain de ce qu'il devait penser du juge assis là. La rumeur s'était répandue rapidement, et à présent, une tension silencieuse flottait dans l'air, comme si tout le monde attendait que le prochain événement se déclenche. Finalement, la porte du poste de police s'ouvrit brutalement. Le chef de la police, Nathan Harris, entra. Un homme grand, aux épaules larges, aux cheveux grisonnants et à l'expression sévère. Il était accompagné du sergent Jenkins, et ensemble, ils s'approchèrent de la cellule. Son visage était tendu, un mélange de frustration et de préoccupation. Mais il n'était pas clair si sa colère était dirigée contre Reynolds, contre le juge Miles, ou contre la situation dans son ensemble. « Juge Miles », dit-il en s'approchant, sa voix grave et autoritaire. « Je suis ici pour régler cette situation. » Miles leva les yeux vers lui, son expression toujours aussi calme, bien que son regard soit acéré. « Chef Harris, je me doutais bien que je vous verrais ce soir. » Harris expira lentement, tentant visiblement de garder son sang-froid. « J'ai déjà parlé avec l'agent Reynolds. Toute cette histoire, il fit un geste vague, comme pour englober l'absurdité de la situation. Cela n'aurait jamais dû arriver. Vous et moi, nous le savons. Et pourtant, c'est arrivé, répondit Miles d'un ton neutre. Harris grimaça légèrement. Oui, c'est arrivé. Mais nous allons régler ça. Il s'éclaircit la gorge et poursuivit. J'ai déjà examiné les images de la caméra corporelle de Reynolds. Il est immédiatement suspendu, en attendant une enquête. Nous allons nous assurer que cela ne se reproduise plus. Miles haussa un sourcil. Une enquête, chef? Et qu'attendez-vous y trouver? Harris sembla mal à l'aise, mais il continua. Je vais être honnête, juge. Reynolds a merdé. Il a fait des suppositions, il a agi en fonction de celles-ci, et maintenant nous en subissons toutes les conséquences. Mais je ne peux pas simplement effacer cela. Nous devons suivre le protocole. Cela signifie qu'une enquête doit avoir lieu. Miles l'observa un instant, pesant ses mots. Il ne doutait pas de la sincérité de Harris lorsqu'il disait vouloir arranger les choses. Mais le problème n'était pas seulement Reynolds. Le problème, c'était le système qui permettait à des hommes comme Reynolds d'agir ainsi, encore et encore. Le juge Miles soupira légèrement, avant de déclarer d'un ton pensif. « Vous savez, chef, j'ai passé toute ma carrière à travailler à l'intérieur du système, en croyant qu'il pouvait être réformé. Que si nous suivions les règles, si nous demandions des comptes aux responsables, nous pouvions l'améliorer. » Il marqua une pause, avant de poursuivre,
son regard perçant celui du chef. Mais ce que je commence à réaliser, c'est que le système n'est pas brisé. Il s'arrêta un instant, puis ajouta, d'une voix lourde de sens. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Harris se tendit, visiblement mal à l'aise avec la direction que prenait cette conversation. Je comprends votre frustration, juge. Croyez-moi, je la comprends. Mais je fais tout mon possible pour que cela ne se reproduise plus. Miles hocha lentement la tête. Mais une ombre de tristesse traversa son regard. Je sais que vous essayez, chef. Mais le problème n'est pas seulement cet incident. C'est le fait que cela pourrait arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et qu'aucune enquête, aucun ajustement des protocoles ne changera cela. Harris resta silencieux un instant. Son visage était marqué par une expression partagée entre culpabilité et frustration. Puis, enfin, il demanda d'une voix plus basse. « Que voulez-vous que je fasse, juge ?» Miles prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Je veux que vous écoutiez. » Harris releva les yeux vers lui. « Je veux que vous compreniez que cela ne concerne pas seulement moi. C'est à propos de chaque homme et femme noir qui a été arrêté, interrogé, harcelé, ou pire, simplement à cause de la couleur de sa peau. » Il s'avança légèrement, sa voix basse mais ferme. « Je veux que vous regardiez le système auquel vous participez et que vous vous demandiez s'il sert vraiment les gens qu'il est censé protéger. » Harris soutint son regard. Et pour la première fois, les deux hommes semblèrent véritablement se comprendre. Le chef de la police inspira profondément, puis hocha lentement la tête. « Je ferai ce que je peux, juge, » dit-il, sa voix lourde du poids de cette vérité qu'il ne pouvait plus ignorer, astérisque, bruit des protestations montait dans l'air nocturne. Harris sentit le poids de la situation s'alourdir davantage. « Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, » dit-il, la voix grave. Miles hocha lentement la tête. « Non, il ne se fait pas en une nuit. Mais il faut bien qu'il commence quelque part. » Le chef Harris échangea un regard avec Jenkins, puis revint vers Miles. « Nous allons vous faire sortir d'ici rapidement, juge. Je suis désolé que cela soit arrivé. » Miles observa Harris et Jenkins s'éloigner, son esprit encore en pleine ébullition, repassant en boucle tout ce qui venait de se passer. Il savait que ce n'était pas la fin. Le système ne changerait pas du jour au lendemain. Mais peut-être, juste peut-être, cet événement déclencherait quelque chose. Une conversation, une prise de conscience, un mouvement qui pousserait les gens à regarder en face les réalités qu'ils avaient trop longtemps ignorées. Alors que la porte se refermait derrière eux, le juge Aaron Miles s'adossa au banc métallique, seul avec ses pensées. Le changement était lent, mais il était possible. Et ce soir, il venait de faire le premier pas pour s'assurer qu'il commence. Le juge Aaron Miles se tenait sous les néons agressifs du poste de police, son expression calme, bien que la colère et la frustration couvant toujours en lui. Les menottes avaient été retirées, mais le poids psychologique de cette nuit pesait encore lourd sur sa poitrine. Le sergent Jenkins s'était assuré que les formalités de sa libération soient traitées en priorité, et maintenant, quelques heures après son arrestation injuste, le juge Miles était libre de partir. Mais il n'avait pas l'intention de quitter ce commissariat en silence. Cette affaire dépassait largement sa propre expérience. Elle concernait tous ces hommes noirs qui n'étaient pas juges, qui n'avaient pas les mêmes protections, qui n'avaient pas la possibilité de dénoncer l'injustice qu'ils subissaient. L'atmosphère du poste était lourde. Les agents circulaient en silence, jetant des regards furtifs vers le juge Miles. La nouvelle de son arrestation s'était répandue rapidement en ville, et les vidéos capturées par des passants étaient déjà devenues virales. Les policiers savaient ce qui les attendait, un déferlement de colère publique, des enquêtes, une pression médiatique intense. Pour beaucoup d'entre eux, c'était un territoire inconnu. Arrêter un juge noir, ce n'était pas une affaire qu'ils allaient pouvoir étouffer discrètement. Miles se redressa alors que le chef de la police, Nathan Harris, s'approchait de lui. Depuis son arrivée, Harris faisait tout pour gérer la crise, multipliant les excuses et tentant de limiter les dégâts. Mais le temps des excuses était révolu. Ce qui avait été fait ne pouvait pas être effacé par quelques mots bien choisis. « Juge Miles, » dit Harris, sa voix basse, presque suppliante. « Je comprends à quel point cette situation a été difficile. » Il inspira profondément. « J'ai parlé avec l'agent Reynolds et il est suspendu en attendant l'enquête. Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses, et je veux que vous sachiez que nous prenons cela très au sérieux. » Miles le fixa, son expression impénétrable. « Ce n'est pas seulement à propos de l'agent Reynolds, chef. » Il marqua une pause, puis ajouta, sa voix pesant de sens. « C'est à propos d'un système qui permet à des officiers comme lui d'opérer en supposant que des gens comme moi n'ont pas leur place. » Il planta son regard dans celui de Harris. « Pensez-vous que je sois le premier à être traité de cette façon par Reynolds? Pensez-vous que c'est la première fois qu'un homme noir est arrêté à tort dans cette ville? » Harris détourna légèrement le regard, mal à l'aise. «
Nous faisons tout notre possible pour éviter que ce genre de choses n'arrive. Et pourtant, c'est arrivé, l'interrompit Miles, sa voix calme mais ferme. Malgré vos politiques, malgré vos formations, malgré tout ce qui est supposé empêcher ce genre d'abus. Cela s'est produit. Et ça continuera de se produire, à moins que quelque chose ne change. Harris baissa les yeux un instant, cherchant ses mots. Il n'était pas un homme mauvais, Miles le savait. Mais il faisait partie d'un système construit sur l'oppression, un système conçu pour protéger ceux au pouvoir tout en criminalisant ceux qui étaient perçus comme des étrangers, des menaces. Harris était un rouage de cette machine, tout autant une victime de son fonctionnement que ceux qu'elle ciblait. Je ne demande pas que Reynolds perde son emploi, déclara soudainement Miles, surprenant Harris. Le chef releva les yeux, surpris. Le licencié ne changera rien. Vous le remplacerez par un autre, formé dans le même système défaillant. Il croisa les bras. Ce que je veux, c'est une vraie responsabilité. Une vraie réforme. Il s'approcha légèrement de Harris. Vous devez examiner de près votre département, la manière dont vos agents sont formés, la façon dont ils interagissent avec la communauté. Parce que si cela peut m'arriver, à moi, un juge, imaginez ce qui arrive aux autres, à ceux qui n'ont pas mon privilège, mon titre. Harris hocha lentement la tête, digérant ces mots. Je vous entends, dit-il, sa voix plus douce. Je vous entends, et je suis d'accord. Nous devons faire mieux. Mais il secoua la tête avec lassitude. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Le changement prend du temps. Miles le regarda un long moment avant de répondre, sa voix mesurée mais grave. Je sais. Il marqua une pause. Mais le temps, c'est ce qui nous manque. Il fit un pas en avant, soutenant le regard du chef. Vous allez devoir agir vite. Parce que le monde nous regarde maintenant. Ce n'est plus juste une affaire entre nous. C'est une histoire qui est partout, et les gens attendent des réponses. Comme pour appuyer ses propos, la porte du poste de police s'ouvrit brusquement. Un petit groupe de manifestants s'était rassemblé à l'extérieur, tenant des pancartes. Des camions de presse bordaient la rue, leurs caméras braquées sur le poste, prêtes à capturer la suite des événements. Les slogans résonnaient au loin. Pas de justice, pas de paix. Harris tourna la tête vers la foule, puis revint vers Miles. Et à cet instant, il comprit. D'une énergie nouvelle, un frémissement de changement flottant dans l'air. La foule s'était densifiée, leur voix s'élevant avec plus de force à chaque minute qui passait. Le chef Harris jeta un regard inquiet vers la porte du poste, son visage crispé par l'inquiétude. Les médias sont déjà là. Nous devons gérer cela avec prudence. Vous ne pouvez pas simplement gérer cette situation, chef, répliqua Miles en s'avançant d'un pas. Vous devez l'assumer. Vous devez reconnaître ce qui ne va pas et prendre la responsabilité de le corriger. Parce que si vous ne le faites pas, ce ne sera qu'une histoire de plus sur l'injustice. Un autre moment où le système a failli à protéger les citoyens qu'il est censé servir. Harris laissa échapper un long soupir, visiblement accablé par le poids de la situation. Nous allons tenir une conférence de presse, déclara-t-il. Je vais m'adresser aux médias et à la communauté, expliquer ce qui s'est passé et exposer les mesures que nous allons prendre pour aller de l'avant. C'est bien, acquiesça Miles. Mais les mots ne suffisent pas, chef. Les gens ont besoin de voir des actions. Des actions concrètes et significatives. Harris hocha la tête, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix forte retentit à l'extérieur du poste. Le voilà. C'est le juge. Un groupe de journalistes s'était rassemblé près de l'entrée, leurs caméras crépitant à la vue du juge Miles à l'intérieur du bâtiment. Harris échangea un regard rapide avec lui. Vous êtes prêt pour ça? Miles redressa légèrement sa cravate et hocha la tête avec détermination. Je me prépare à ça depuis toute ma vie. Les deux hommes avancèrent vers la porte, le vacarme de la foule s'intensifiant alors qu'ils sortaient dans la nuit. Les manifestants, tenant des pancartes avec des slogans comme « Stop au profilage racial » et « Justice pour tous », se turent un instant en les voyant apparaître, l'air chargé d'attente. Le chef Harris prit la parole en premier, s'adressant à la foule et aux médias. Son ton était stable, bien qu'une nervosité à peine perceptible y transparaissait. « Mesdames et messieurs, merci pour votre patience. » Il inspira profondément avant de poursuivre. Je tiens à commencer par reconnaître que l'incident de ce soir impliquant le juge Aaron Miles n'aurait jamais dû se produire. Il marqua une pause, scrutant la foule. C'est un échec de la part de ce département, et j'en prends l'entière responsabilité. Un murmure parcourut la foule, la tension toujours palpable. L'agent Reynolds a été immédiatement suspendu en attendant une enquête approfondie, poursuivit Harris. Mais je veux être clair, ce département s'engage à faire preuve de transparence et de responsabilité. Nous allons revoir nos politiques et nous assurer que des incidents comme celui-ci ne se reproduisent jamais. Quelques applaudissements dispersés se firent entendre, mais la majorité des manifestants restèrent silencieux,
attendant davantage. Harris se tourna vers Miles, lui cédant la parole. Le juge s'avança d'un pas, captant immédiatement l'attention de la foule. Il balaya du regard l'océan de visages noirs, blancs, jeunes, vieux, tous suspendus à ses lèvres, attendant qu'il donne un sens à l'injustice dont ils avaient été témoins ce soir. Ce soir, j'ai été rappelé à une vérité que je connais depuis toujours, commença-t-il, sa voix claire et posée. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre titre, peu importe ce que vous avez accompli, il y aura toujours des personnes qui vous verront comme inférieurs, simplement à cause de la couleur de votre peau. Un murmure parcourut la foule, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres levant leurs pancartes plus haut en signe de solidarité. Je me tiens devant vous non seulement en tant que juge, mais en tant qu'homme noir qui a vécu, ce soir, ce que tant d'entre vous subissent au quotidien. La peur, la frustration, la colère d'être jugé non pas pour ses actes, mais pour son apparence. Et ce soir, j'ai vécu ce que trop de gens dans ce pays connaissent trop bien, ce que c'est d'être traité comme coupable avant même d'avoir eu la chance de prouver son innocence. La foule s'agita, certains levant le poing en signe de soutien, d'autres criant en accord avec ses paroles. Mais ce n'est pas seulement à propos de moi, continua-t-il, sa voix se faisant plus forte. C'est à propos de chaque homme, femme et enfant noir qui a été arrêté, interrogé, harcelé ou pire encore, simplement à cause de la couleur de leur peau. C'est à propos d'un système construit sur l'injustice. Un système qui protège certains, tout en criminalisant les autres. Il marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Le silence était total. Je lance un appel à ce département, à cette ville et à ce pays tout entier. Faites mieux. Nous ne pouvons pas continuer à permettre au profilage racial et à l'injustice systémique de définir nos communautés. Nous avons besoin d'une vraie réforme. Nous avons besoin de responsabilité. Nous avons besoin de justice. Un cri s'éleva dans la foule. Justice. Puis un autre. Pas de justice. Pas de paix. Et bientôt, les voix s'unirent en un cœur puissant, enflammant la nuit de leur détermination. Le juge Miles resta debout, droit, son cœur battant au rythme de la clameur de la foule. Il avait consacré sa vie à la justice. Mais ce soir, il avait pris position d'une manière qui dépassait la salle d'audience. Ce soir, il était devenu la voix de ceux qui n'étaient jamais entendus. Une lueur d'espoir dans la lutte pour l'égalité. Alors que les acclamations emplissaient l'air, le juge Aaron Miles savait que le chemin à parcourir serait long et difficile. Le changement n'était jamais facile. Et le système contre lequel il se battait était profondément enraciné. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. Le monde regardait. Et il était prêt à mener le combat. Parce que tu connais le système mieux que quiconque. Le lendemain matin, après la conférence de presse, les médias de tout le pays avaient envahi la ville, transformant cette petite communauté autrefois paisible en l'épicentre d'un débat national sur la race, la justice et la responsabilité. La vidéo de l'arrestation injustifiée du juge Aaron Miles était devenue virale, et désormais, son visage était affiché sur toutes les grandes chaînes d'information. Le hashtag Justice for Judge Miles était en tête des tendances, et les appels à la réforme se faisaient de plus en plus pressants à chaque heure qui passait. À l'intérieur de sa maison, le juge Miles était assis à la table de la salle à manger, ses mains entourant une tasse de café qui avait depuis longtemps refroidi. Il avait à peine dormi. Son téléphone n'avait cessé de vibrer sous le flot incessant de messages venant d'amis, de collègues et même d'inconnus lui apportant leur soutien et exprimant leur indignation. Certains voulaient l'aider à engager des poursuites judiciaires, d'autres demandaient des interviews, et d'autres encore se contentaient de lui témoigner leur solidarité face au mouvement qui avait éclaté à la suite de son arrestation. Mais malgré cet élan de soutien, Miles ressentait un étrange calme intérieur. Son esprit était envahi par les événements des dernières heures, et pourtant, une partie de lui ne pouvait ignorer le poids plus profond de ce qui s'était produit. Il avait toujours su à quoi ressemblait le système. Il avait passé des années à le voir depuis son banc de juge. Mais maintenant, il l'avait ressenti d'une manière indéniable, inébranlable. La porte d'entrée grinça doucement, et sa femme, Nan, entra, un panier d'herbes fraîches du jardin équilibré sur son bras. Elle le posa délicatement sur le comptoir avant de s'approcher de lui. Sans un mot, elle s'assit à ses côtés et posa une main douce sur son bras. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement, sa voix empreinte de la tendresse de quelqu'un qui le connaissait mieux que personne. Miles laissa échapper un long soupir, frottant son front de sa main libre. « Je ne sais pas, admit-il. J'y ai pensé toute la nuit. À tout ça, c'est irréel. » Nan hocha la tête, compréhensive. « J'ai regardé la conférence de presse, dit-elle doucement. Tu étais incroyable. La façon dont tu as parlé, les gens t'écoutent vraiment, Aaron. Tu fais une différence. » Miles esquissa un faible sourire, fatigué. « J'espère,
Mais j'ai peur que tout ça ne devienne qu'une autre histoire. Un autre moment dont les gens parlent pendant quelques semaines avant de passer à autre chose. Il secoua lentement la tête. Je ne veux pas que ça disparaisse. Je veux un vrai changement. Nan se pencha légèrement vers lui, son regard ancré dans le sien. Ça ne disparaîtra pas. Pas si tu continues à te battre. Elle prit ses mains dans les siennes. Tu n'es pas n'importe qui, Aaron. Tu es dans une position où tu peux vraiment faire changer les choses. Et les gens comptent sur toi pour montrer la voie. Miles réfléchit à ses paroles. Il savait qu'elle avait raison. En tant que juge, il avait le pouvoir et l'influence d'affecter de véritables réformes au sein du système. Il avait la plateforme, l'expérience, et maintenant, la visibilité. Mais par où commencer? Avant qu'il ne puisse répondre, le bourdonnement de son téléphone interrompit leur conversation. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de son vieil ami et collègue juge, Marcus Reed. Marcus avait appelé plusieurs fois ces derniers jours, mais Miles n'avait pas encore eu l'occasion de lui répondre. Il s'excusa auprès de Nan, se leva et se dirigea vers le salon pour prendre l'appel. « Marcus, dit-il, sa voix lourde d'épuisement. « Aaron, j'essayais de te joindre, répondit Marcus, son ton à la fois pressant et inquiet. « Est-ce que ça va? J'ai vu la vidéo. J'ai eu du mal à y croire. Je tiens le coup, répondit Miles, passant une main sur sa tempe. C'est beaucoup, pour dire le moins. J'imagine, dit Marcus après un silence. Puis il reprit, son ton plus déterminé. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'ai parlé à plusieurs personnes, d'autres juges, des juristes, des leaders communautaires. Il marqua une pause avant de lâcher la bombe. Il y a une réelle opportunité ici, Aaron. Une opportunité de pousser vers un changement systémique. Mais nous avons besoin de quelqu'un pour mener cette initiative. Quelqu'un avec de la crédibilité, de la visibilité. Quelqu'un comme toi. Miles s'adossa au mur, laissant les mots de Marcus s'imprégner en lui. Tu veux parler de lancer un mouvement? Demanda-t-il lentement. Exactement, répondit Marcus sans hésitation. Ce n'est plus seulement à propos de ce qui t'est arrivé. C'est à propos de tout le système. Il faut tenir les forces de l'ordre responsables du profilage racial et des abus de pouvoir. Cela fait des années qu'on en parle. Il marqua une pause, puis poursuivit avec intensité. Mais cette fois, on a l'élan. Les gens sont en colère, ils sont impliqués et prêts à agir. Mais ils ont besoin d'un leader. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse transformer cette énergie en un vrai changement. Miles resta silencieux un moment, sentant le poids de ce que Marcus lui demandait de faire. Il avait passé sa carrière à lutter pour la justice dans les limites de la salle d'audience. Mais cela, c'était différent. Ce n'était pas une simple affaire à juger. C'était un combat contre tout un système bâti sur des générations d'inégalités et d'injustice. C'était une idée intimidante. Mais en même temps, c'était peut-être l'étape suivante. « Tu es sûr que je suis la bonne personne pour ça ?» demanda-t-il, son ton hésitant. « J'ai passé toute ma vie dans le système. Je fais partie de lui, Marcus. Comment puis-je mener un mouvement contre quelque chose dont je fais partie ?» Marcus ne perdit pas une seconde avant de répondre. « Justement, Aaron. » Sa voix était ferme, sans équivoque. « Tu es exactement la bonne personne pour ça. Parce que tu connais ce système mieux que quiconque. Parce que tu as vu ses failles de l'intérieur. Parce que tu sais comment il fonctionne et comment le changer. Prêt pour ça ?» Le juge Aaron Miles prit une inspiration profonde, laissant le poids des paroles de Marcus s'imprégner en lui. Il avait vu le système des deux côtés. Il savait comment il fonctionnait. Et il savait surtout comment il échouait. Cette perspective était exactement ce dont ils avaient besoin en ce moment. Il pouvait combler le fossé entre le peuple et le système. Il pouvait pousser pour des réformes qui feraient une réelle différence. Il ferma les yeux un instant, laissant la gravité de la situation l'envahir. Il sentait l'appel de quelque chose de bien plus grand que lui. Quelque chose qui se construisait depuis des années, non seulement en lui, mais dans tout le pays. Les manifestations, l'indignation, les appels à la justice. Tout cela faisait partie du même combat. Et maintenant, les projecteurs s'étaient braqués sur lui. « À quoi tu penses ?» demanda Marcus après un long silence. « Je pense que tu as raison », répondit finalement Miles. « Je pense que tout ça me dépasse et que si je ne fais rien, je passe à côté d'une occasion de provoquer un vrai changement. » Un silence suivit à l'autre bout du fil, puis le bruit d'un profond soupir de soulagement. « Je savais que tu verrais les choses comme ça », répondit Marcus. « J'ai déjà commencé à contacter des personnes clés, des militants, des leaders communautaires, des experts en droit. On peut les réunir et commencer à planifier. Mais il faut agir vite, pendant que l'élan est encore là. Alors faisons-le, déclara Miles, sa voix chargée d'une résolution nouvelle. Organisons quelque chose. On commencera petit, mais on bâtira. On poussera pour des réformes, pour la responsabilité.
On remettra en question le système de l'intérieur. Marcus sourit, son ton s'illuminant d'enthousiasme. Voilà le Aaron Miles que je connais. Je vais organiser une réunion avec tout le monde. Tu me dis quand tu es prêt. Donne-moi une journée, dit Miles. Je dois parler à ma famille, organiser certaines choses. Mais je suis dedans. Après avoir raccroché, Miles resta debout un instant dans le salon, regardant par la fenêtre la rue paisible à l'extérieur. Un contraste frappant avec le chaos de la nuit précédente. Mais il savait que cette paix était fragile. Le combat pour la justice était loin d'être terminé. Lorsqu'il retourna dans la cuisine, Nan était toujours assise à la table, son regard inquiet se posant sur lui. C'était à propos de quoi? Demanda-t-elle doucement. Miles s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. Marcus veut que je dirige un mouvement. Un mouvement qui pousse pour une réforme réelle de la police et pour la responsabilité des forces de l'ordre. Il a déjà contacté des personnes qui peuvent nous aider à l'organiser. Nan hocha lentement la tête, ses yeux cherchant les siens. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux m'assurer que tout ça ne disparaisse pas, dit-il doucement. Je veux m'assurer que ce qui m'est arrivé, et ce qui arrive à tant d'autres, mène à un véritable changement. Pas seulement dans cette ville, mais partout. Nan serra sa main, son expression s'adoucissant. Alors tu devrais le faire. Ça va être énorme, admit-il, sa voix teintée d'incertitude. Ça va prendre du temps, de l'énergie. Ça va être un combat à chaque étape. Je sais, répondit-elle, sa voix calme et assurée. Mais si quelqu'un peut le faire, Aaron, c'est toi. Elle caressa doucement sa main. Tu as passé ta vie à te battre pour la justice. Maintenant, il est temps de te battre pour quelque chose d'encore plus grand. Un flot d'émotions traversa Miles. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il avait besoin d'entendre ces mots. À quel point il avait douté de lui-même. Mais maintenant, assis à côté de sa femme, celle qui avait été son pilier à travers tout, il se sentait plus fort. Plus sûr de lui. Merci, murmura-t-il en la serrant dans ses bras, astérisque alors qu'ils restaient assis ensemble dans le calme de leur foyer. Miles savait que la route qui l'attendait serait longue et difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt. Il n'était plus seulement un juge. Il était un homme en mission. Et il n'arrêterait pas tant que la vraie justice ne serait pas atteinte. Pas seulement pour lui. Pour tout le monde, l'énergie dans la salle était électrique. Le juge Aaron Miles se tenait à la tête de la longue table de conférence, entouré de militants, d'experts juridiques, de leaders communautaires et de membres des médias. La réunion avait été organisée rapidement, mais l'urgence de la situation avait attiré toutes les personnes ayant un rôle à jouer dans la lutte pour la réforme. Autour de la table, les discussions allaient bon train, l'air chargé de potentiel, d'idées et d'un besoin pressant d'agir. Depuis une semaine, l'actualité était dominée par l'arrestation injuste du juge Miles. Les images de l'agent Reynolds le tirant hors de sa voiture et le menottant en pleine rue étaient diffusées en boucle, devenant un symbole de tout ce qui n'allait pas dans le système policier américain. Des manifestations avaient éclaté dans plusieurs grandes villes, et le débat sur le profilage racial, l'injustice systémique et la réforme de la police avaient atteint un point critique. Miles avait été submergé par les demandes des médias, les interviews, les appels de politiciens et de leaders communautaires voulant lui témoigner leur soutien. Mais cette réunion, ce rassemblement de forces vives dans une seule et même salle, était le véritable point de départ du changement. Il avait passé les derniers jours à se préparer, à rassembler ses pensées, à parler à ses alliés clés, dont Marcus Reed, qui avait joué un rôle essentiel pour réunir toutes ces personnes aujourd'hui. Et maintenant, alors qu'il regardait autour de lui, il sentait tout le poids de ce qui était en jeu. Marcus, assis à sa droite, se pencha légèrement vers lui et murmura « Tu es prêt pour ça ?» Miles s'inspira profondément. Il avait passé sa vie à défendre la justice dans un tribunal. Mais aujourd'hui, il se battait pour quelque chose de bien plus grand. Et il était prêt. Anse de ce combat et qu'il reste engagé bien après que les projecteurs se soient éteints. Miles hocha la tête, son cœur battant fort, mais il était prêt. L'ampleur du moment ne lui échappait pas, mais il savait qu'il devait avancer. « Je suis prêt », répondit-il calmement. Dans la salle, les conversations s'apaisèrent progressivement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il se redressa légèrement, sa voix posée mais chargée de détermination. « Merci à tous d'être ici », commença-t-il, sa voix perçant les derniers murmures. « Je sais que nous travaillons tous pour le changement depuis longtemps, mais les événements de la semaine dernière nous ont amenés à un point de bascule. Ce qui m'est arrivé n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'un problème bien plus vaste, un problème qui a été ignoré et laissé prospérer pendant bien trop longtemps. Et maintenant, nous avons l'opportunité de faire quelque chose à ce sujet. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Miles pouvait sentir l'énergie changer. Les gens l'écoutaient. Depuis des années, nous parlons de réforme de la police,
de justice raciale, de responsabilité. Mais trop souvent, ces conversations n'ont mené à rien. Cette fois, nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Nous avons un élan. Le public nous regarde. Et nous devons transformer ce moment en un véritable mouvement. Maya, une jeune organisatrice communautaire, s'appuya en avant. Elle menait des manifestations pour la responsabilité policière depuis des années, et sa frustration était palpable. Nous avons déjà eu des moments comme celui-ci, dit-elle avec un soupçon de scepticisme. Après George Floyd, après Breonna Taylor, après tant d'autres. La colère monte, les gens protestent, et puis tout s'efface. Comment s'assurer que cette fois, ce sera différent? Miles hocha la tête, comprenant parfaitement sa frustration. Tu as raison, nous avons déjà vu ce schéma, mais la différence cette fois-ci, c'est que nous ne faisons pas que réagir. Nous allons mener la charge. Nous devons aller au-delà des manifestations et exiger des réformes concrètes. Nous avons besoin de lois, de politiques applicables. Et nous avons besoin d'un message unifié autour duquel le public peut se rassembler. Maya sembla réfléchir, toujours sceptique. Et comment fait-on ça? Demanda-t-elle. Le système est conçu pour se protéger. À chaque fois qu'on essaie de faire passer une réforme significative, elle est édulcorée ou complètement bloquée. Qu'est-ce qui rendra cette fois différente? Marcus intervint, s'appuyant sur la table. Nous avons commencé à discuter avec des législateurs, à l'échelle locale et nationale. Nous allons pousser pour un projet de loi nationale visant à interdire le profilage racial et imposer des mesures de responsabilité claires aux services de police. Nous avons besoin de caméras corporelles réellement utilisées, de commissions indépendantes pour examiner les fautes policières et d'un processus disciplinaire transparent qui oblige les agents à rendre des comptes. Mais ça ne peut pas être juste une loi, ajouta Miles. Cela nécessitera une pression publique constante. Nous devons faire en sorte que cette histoire reste dans l'actualité, que les gens ne l'oublient pas. C'est pourquoi nous construisons une coalition, des militants, des juristes, des leaders communautaires, et surtout, les personnes directement concernées. Nous allons maintenir la pression jusqu'à ce que le changement ait lieu. Un avocat spécialisé en droit civique, assis à l'autre bout de la table, intervint à son tour. Il faut aussi se préparer à la riposte des syndicats de police, avertit-il. Ils sont puissants et vont tout faire pour bloquer toute tentative de limiter leur autorité. Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour discréditer notre cause. Le visage de Miles se ferma légèrement, son ton devenant plus sérieux. Je sais, et nous serons prêts. Les syndicats ont du pouvoir, mais nous avons les gens avec nous. Nous devons clarifier notre message. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux forces de l'ordre. Il s'agit de s'assurer qu'elles servent et protègent tous les citoyens, et pas seulement certains. Nous ne sommes pas contre la police. Nous sommes contre les violences policières. Et cette nuance doit être criée haut et fort. Un silence s'installa dans la pièce, chacun absorbant le poids de ses paroles. Ce combat n'allait pas être facile. Ils allaient affronter un système qui résistait au changement depuis des décennies. Un système conçu pour se protéger de toute forme de responsabilité. Mais pour la première fois depuis longtemps, il semblait qu'ils avaient une véritable chance. J'ai parlé à des familles qui ont perdu des proches à cause des violences policières, poursuivit Miles, sa voix plus douce maintenant. Elles se battent pour la justice depuis des années et n'ont été accueillies que par l'indifférence, les retards et le déni. Nous devons nous assurer que leurs voix sont au cœur de ce mouvement. Il ne s'agit pas seulement de changer des lois. Il s'agit de changer la culture du maintien de l'ordre dans ce pays. Une femme assise à l'extrémité de la table leva la main. Elle se présenta sous le nom d'Angela, une militante communautaire de longue date. « Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, » dit-elle, sa voix posée. « Mais nous devons aussi penser à long terme. Si nous voulons pousser ces réformes, nous devons construire quelque chose qui dure. Nous devons créer un mouvement qui ne repose pas uniquement sur un moment d'indignation. Que se passera-t-il une fois que les lois seront adoptées? Comment s'assurer que la prochaine génération poursuivra ce combat? » Miles hocha la tête. « C'est pour ça que nous allons investir dans l'éducation et la sensibilisation. Nous devons nous assurer que les jeunes sont impliqués, qu'ils comprennent l'importance de ce combat et qu'ils restent engagés bien après que les projecteurs se soient éteints. » Il marqua une pause, puis regarda chaque personne autour de la table. « Ce que nous commençons ici ne concerne pas seulement aujourd'hui. Cela concerne demain. Cela concerne l'avenir. Et nous allons nous battre pour cet avenir. » Un silence respectueux envahit la pièce. Puis, lentement, des hochements de tête. Des murmures d'approbation. Puis, finalement, l'énergie dans la salle changea. Ce n'était plus seulement une réunion. C'était le début d'un mouvement. Et des familles laissées sans réponse. Nous avons vu des injustices se répéter encore et encore, comme si nos vies ne comptaient pas. Mais aujourd'hui, nous disons que c'en est assez. Le juge Aaron Miles se tenait droit,
sa voix résonnant avec force sur les marches du palais de justice où il avait siégé pendant des années. Devant lui, une foule de centaines de personnes, leurs pancartes levées haut, leurs visages empreints d'espoir et de détermination. Cela n'avait rien à voir avec la scène d'il y a quelques mois, lorsqu'il avait été menotté sur le bord d'une route sombre, traité comme un suspect plutôt qu'un juge. Aujourd'hui, il était là non pas pour défendre une seule cause, mais pour en représenter des milliers. « Merci d'être ici », commença-t-il, sa voix forte et assurée. « Merci d'être venu, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour depuis le début de ce mouvement. C'est grâce à vous que nous avons avancé. Parce que vous avez refusé de vous taire. Parce que vous avez exigé justice quand le système a tenté de vous la refuser. » Un tonnerre d'acclamations s'éleva de la foule. « Mais nous avons encore un long chemin à parcourir, » poursuivit Aaron. « Nous avons vu trop de vies perdues. Trop de familles brisées. Trop de communautés détruites par un système qui était censé les protéger. Nous avons vu des agents responsables d'actes de violence marcher libres. Nous avons vu des enquêtes retardées, enterrées sous la bureaucratie et l'indifférence. Et nous avons vu le même schéma se répéter, encore et encore. » Il s'interrompit un instant, balayant du regard les visages devant lui. « Mais cette fois, ce sera différent. Parce que nous refusons de laisser l'histoire se répéter. Parce que nous ne laisserons pas ce mouvement s'éteindre. Parce que nous exigeons un changement réel, durable, et nous n'accepterons rien de moins. » La foule éclata en cris et applaudissements, scandant des slogans en faveur de la justice et de la responsabilité. Aaron sentit une vague d'émotion le submerger. Il repensa à tout ce qui avait mené à ce moment. L'arrestation, l'humiliation, la colère, puis la détermination. Le mouvement qu'il avait aidé à bâtir était désormais une force nationale. Ce qui avait commencé comme un incident local dans une petite ville s'était transformé en une véritable révolte contre l'injustice systémique. Des marches, des rassemblements et des réunions publiques avaient eu lieu dans tout le pays. La coalition qu'il avait formée avec Marcus et tant d'autres était devenue une puissante force de changement, unifiant des personnes de tous horizons sous un même objectif: démanteler l'injustice systémique et exiger des comptes. Aaron était devenu une figure emblématique du mouvement. Son histoire, aux côtés de celle de nombreuses autres victimes de profilage racial et de violences policières, était devenue un symbole de la nécessité d'une réforme urgente. Les médias suivaient chacun de ses pas. Il était invité à prendre la parole dans des universités, des forums juridiques et des événements pour les droits civiques. Mais malgré cette nouvelle notoriété, il était resté ancré dans la réalité. Il savait que ce combat n'avait jamais été à propos de lui. Il s'agissait des vies perdues, des noms oubliés, des familles qui n'avaient jamais obtenu justice. Il s'agissait de tous ceux dont l'histoire n'avait jamais fait la une des journaux, mais qui méritaient la justice tout autant que lui. Et c'est cette responsabilité qui pesait le plus sur ses épaules. Il reprit la parole, sa voix teintée d'une intensité nouvelle. « Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour protester, mais pour exiger du changement. Nous voulons une réforme complète des services de police. Nous voulons des lois qui garantissent la transparence et la responsabilité. Nous voulons que les agents soient tenus responsables de leurs actes. Nous voulons que chaque communauté, quelle que soit sa couleur de peau ou son statut social, ait le droit à la sécurité et à la justice. Et nous ne cesserons pas de nous battre tant que ces exigences ne seront pas satisfaites. » La foule explosa en acclamations. Un chant commença à émerger parmi les manifestants. Pas de justice, pas de paix. Les voix se multiplièrent, le slogan résonnant à travers toute la place du tribunal. Aaron sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était bien plus qu'un rassemblement. C'était un appel au changement. Un cri collectif que personne ne pouvait plus ignorer. Il se tenait sur ses marches, non plus seulement comme un juge, mais comme un leader, comme un militant, comme une voix pour ceux qui en avaient été privés trop longtemps. Et il savait que le chemin serait encore long, que l'opposition serait féroce, que le système résisterait à tout changement. Mais il savait aussi que quelque chose d'irréversible s'était produit. Le pays regardait. Le monde regardait. Et cette fois, il ne détournerait pas les yeux. Le combat ne faisait que commencer. Mais Aaron Miles était prêt. Et il ne s'arrêterait pas avant d'avoir obtenu une justice véritable. Il continuait de suivre chaque développement, couvrant les débats houleux, les propositions de loi et les résistances des institutions. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, il ne pouvait plus ignorer la pression populaire. Le juge Aaron Miles se tenait droit sur l'estrade, regardant la foule immense devant lui. Son discours résonnait encore dans l'air, entrecoupé d'acclamations et de murmures d'approbation. Il avait exposé une vérité que trop de gens connaissaient déjà. Le système protégeait ceux qui détenaient le pouvoir plus qu'il ne servait les citoyens. Il avait dénoncé les lois conçues pour dissimuler la corruption, les enquêtes retardées, enterrées, et les réformes vides de sens. Et il avait senti le poids de chaque regard posé sur lui,
de chaque personne qui attendait de voir si cette fois, le combat mènerait à un véritable changement. « Je sais que vous êtes en colère », lança-t-il, sa voix s'élevant au-dessus des murmures de la foule. « Moi aussi, je suis en colère. Mais nous ne pouvons pas laisser cette colère nous consumer. Nous devons la transformer en action. Une action réelle, concrète, qui mènera à un changement durable. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous ne demandons pas simplement une réforme. Nous l'exigeons. » Une nouvelle vague d'applaudissements secoua la place. « Le temps des petits ajustements est révolu », déclara-t-il. « Nous avons besoin de réformes audacieuses et profondes, qui s'attaquent aux racines même de cette injustice. Nous avons besoin de lois qui obligent les forces de l'ordre à rendre des comptes, qui garantissent la transparence dans chaque département de police, et qui protègent les droits de chaque citoyen, quelle que soit la couleur de sa peau. » Il scrutait la foule, voyant les visages, jeunes et vieux, noirs et blancs, tous unis par une même volonté d'un avenir meilleur. Parmi eux, il reconnut des familles qui avaient perdu un proche à cause de la violence policière. Leur douleur était visible, gravée sur leurs traits. Mais il voyait aussi leur détermination, leur refus d'abandonner. Il les avait écoutés, il avait partagé leurs larmes et leur deuil. Il savait que ce combat n'était pas qu'un slogan, qu'une manifestation. C'était leur réalité, leur vie. « Nous avons accompli des progrès », poursuivit-il. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Nous devons continuer, nous devons pousser plus loin, nous devons faire en sorte que ce moment se transforme en un mouvement qui durera des générations. Il vit Maya, l'organisatrice communautaire qui avait été parmi les premières à rejoindre la coalition. Elle hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. C'était un rappel qu'il n'était pas seul dans ce combat. Son esprit repassa brièvement sur les innombrables réunions qu'ils avaient tenues ces derniers mois, les nuits passées à planifier, à nouer des alliances, à rédiger des propositions de loi qui, il l'espérait, changeraient réellement les choses. C'était épuisant, mais c'était aussi le travail le plus gratifiant qu'il ait jamais accompli. Nous avons vu ce qui se passe quand nous nous unissons, continua-t-il. Nous avons vu des États interdire les prises d'étranglement, exiger le port de caméras corporelles, mettre en place des commissions indépendantes pour superviser les forces de l'ordre. Mais ces lois ne sont qu'un début. Nous devons aller plus loin. Nous devons repenser ce que signifie la sécurité publique. Nous devons construire un système qui fonctionne pour tous. La foule éclata en acclamations. Aaron ressentait leur énergie, leur espoir, leur force. C'était un moment réel. Quelque chose qui ne pouvait pas être effacé ou ignoré. Pendant trop longtemps, le système a fonctionné sans rendre de compte, dit-il. Mais nous sommes en train de changer cela. Nous forçons ceux qui détiennent le pouvoir à répondre de leurs actes, et nous ne nous arrêterons pas tant que chaque communauté de ce pays ne sera pas en sécurité. Non seulement contre le crime, mais aussi contre ceux qui sont censés nous protéger. Un silence pesant s'installa. Puis, il conclut, sa voix plus douce, mais non moins puissante. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour nous souvenir des vies perdues, mais pour les honorer. Nous les honorons en nous battant pour un avenir où plus personne n'aura à vivre cette douleur. Nous sommes ici pour exiger que nos voix soient entendues. Et pour que ce système, qui a failli à tant de personnes, soit enfin réformé. Les acclamations devinrent assourdissantes. Il recula légèrement, laissant le prochain orateur prendre la parole. Marcus le rejoignit et lui donna une tape dans le dos, un large sourire sur le visage. « Tu as été brillant, Aaron, » dit-il, son regard brillant de fierté. « Et ce n'est que le début. » Aaron hocha la tête, son cœur battant encore sous l'adrénaline. « Ce n'est plus seulement mon combat, Marcus. C'est celui de tout le monde. C'est pour ça qu'il est puissant, » répondit Marcus. « Parce que ce n'est plus seulement une affaire, un homme, un mouvement. C'est un changement de système. Pour de bon. » Alors que le rassemblement continuait, Aaron et Marcus s'éloignèrent un instant, marchant vers le bord de la place où les médias s'étaient rassemblés. Les journalistes criaient des questions, espérant capturer quelques mots supplémentaires. Mais Aaron ne cherchait plus l'attention. Il avait fait son discours. Maintenant, il était temps de se concentrer sur la suite. « Tu crois qu'ils vont écouter ?» demanda Marcus, sa voix plus basse, alors qu'il regardait la foule au loin. Aaron croisa les bras, regardant les centaines de personnes rassemblées, un sourire déterminé sur le visage. Ils n'ont pas le choix. Dans les semaines qui suivirent, le mouvement prit encore plus d'ampleur. Les politiciens qui, autrefois, hésitaient à parler de réformes policières se retrouvèrent sous une pression immense. Des propositions de loi furent déposées dans plusieurs États, beaucoup s'inspirant directement des recommandations faites par Aaron et la coalition qu'il avait contribué à créer. Le combat était loin d'être terminé. Mais cette fois, les choses avaient changé. Leur voix n'était plus une simple revendication. C'était un appel à l'action. Et cette fois, le monde écoutait. Et le monde qu'ils construisaient,
Pas à pas. Les médias continuaient de couvrir le mouvement, et la demande de changement de la part du public ne montrait aucun signe d'essoufflement. Mais Aaron savait que le véritable travail ne faisait que commencer. Adopter des lois ne suffisait pas. Il fallait les appliquer, et surtout, il fallait changer la culture même du maintien de l'ordre. C'était le combat le plus difficile de tous, changer les mentalités, transformer les cœurs et les esprits. Tard un soir, après une nouvelle journée interminable de réunions et d'appels, Aaron était assis seul dans son bureau à domicile. Il fixa les photos encadrées sur son bureau, des images de sa famille, de ses enfants, de la vie qu'il avait construite. Une vie dont il était fier. Mais une vie qui avait été ébranlée jusque dans ses fondations par les événements des derniers mois. Il pensa à l'avenir. À quel genre de monde ses enfants allaient grandir? Aurait-il toujours peur de ceux qui étaient censés les protéger? Ou bien le travail qu'il accomplissait aujourd'hui contribuerait-il à bâtir un avenir où la justice aurait enfin un véritable sens? Alors qu'il était là, le poids de tout ce pourquoi il s'était battu pesant sur ses épaules, Aaron prit conscience d'une chose. Ce combat, ce mouvement, ne concernait pas seulement lui ou sa génération. Il s'agissait de l'avenir. Il s'agissait de créer un monde où ses enfants, et tous les enfants, pourraient grandir sans peur. Et ça, c'était un combat qui valait la peine d'être mené. Peu importe le temps que cela prendrait. Avec une détermination renouvelée, Aaron se leva de son bureau. Il restait encore tant à faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentit un véritable espoir. Un espoir sincère. Pas seulement pour lui, mais pour le monde qu'il construisait, un pas après l'autre.